Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre les personnes qui avaient peur d'aller chez le médecin. Puis j'ai grandi, puis j'ai compris. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu discuter de la thématique des violences médicales. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé. Et le fait est qu'on est tous confrontés au personnel soignant, quel que soit votre âge. Et d'ailleurs plus vous allez avancer en âge et plus potentiellement vous pourrez être exposé au personnel soignant. Et ce, que ce soit simplement pour une petite grippe, que ce soit pour votre check-up annuel ou que ce soit dans le cadre d'événements un petit peu plus longs, on va dire, comme dans le cas d'une grossesse ou dans le cas d'une maladie chronique. Et durant ces interactions, il peut y avoir des événements qui vont particulièrement vous marquer, qui vont particulièrement affecter votre rapport à l'environnement médical. Je reprécise ici que le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas de taper sur le personnel soignant qui, pour la plupart, font un travail de dingue, mais c'est vraiment de lever le voile sur un tabou, d'en parler, d'en discuter. Et donc si vous êtes personnel soignant, c'est vraiment très important pour moi que vous ne preniez pas mal cette vidéo, mais que justement vous entendiez les témoignages pour pouvoir remettre en question vos propres pratiques au quotidien. Et désolé, je ne le dis que maintenant, mais il va y avoir beaucoup de témoignages dans la vidéo. Il va y avoir vraiment beaucoup de témoignages dans la vidéo. Donc si vous vous sentez pas prêt, honnêtement, ne regardez pas la vidéo. Et pour introduire cette vidéo et pour marquer le ton aussi de cette vidéo, j'aimerais commencer par vous partager l'un des témoignages d'une de mes abonnées du premier jour qui s'appelle Marie-Catherine aka No One Ewi. Son témoignage est extrêmement précieux, extrêmement touchant, et c'est justement grâce à ce type de témoignage qu'on peut ouvrir la parole et faire changer les choses. Mais bref, je vous en dis pas plus. Laissez-moi vous lire l'une de ces expériences. Ma mère a été opérée pour des problèmes digestifs. Le personnel a oublié son estomac dans des lingettes pour éponger le sang. Elle s'est plainte pendant des mois de fortes douleurs abdominales. Aucun médecin n'a voulu la prendre au sérieux. Ils ont mis ça sur des problématiques mentales. On l'a soupçonnée d'être bipolaire. Il a fallu qu'elle en arrive à expulser ses selles par la bouche car elle faisait une éventration pour qu'ils acceptent de l'opérer à nouveau et se rendent compte de la situation qui n'avait rien de délires mentaux. Malheureusement, elle a fini par décéder quelques années plus tard car elle n'a jamais pu se remettre des séquelles. Personne n'a pris la responsabilité de ce qui est arrivé. C'est un témoignage qui est vraiment extrêmement difficile à lire. Très honnêtement, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Mais je trouve qu'il est extrêmement important et qu'il illustre toute la problématique autour des violences médicales, mais vraiment dans son intégralité. Partie 1, qu'est-ce que sont les violences médicales? Les violences médicales désignent toute forme de violence, qu'elle soit physique, orale ou encore psychologique, qu'elle soit délivrée de façon intentionnelle ou non, et ce par le personnel soignant à l'encontre des patients. Il y a énormément de formes de violences médicales, mais si je ne devais en citer que quelques-unes, je dirais que premièrement, il y a l'infantilisation, où finalement le personnel soignant se place en sachant et vous fait comprendre que votre avis, votre opinion n'est absolument pas légitime. Il va y avoir la pratique d'intervention sans recueil de consentement éclairé, et je fais une parenthèse ici parce que durant mes études, j'ai fait un stage en maternité et ce qu'on m'apprenait, ce qu'on m'a communiqué durant ce stage, c'est qu'il y a eu une période de l'histoire, et ça se fait encore, où lorsque des femmes accouchaient, certaines fois elles pouvaient se déchirer un petit peu lors du passage du bébé, ou alors certaines fois il pouvait justement y avoir besoin de pratiquer une épisiotomie, donc de les découper un petit peu pour pouvoir permettre le passage du corps du bébé. Et certaines fois il allait y avoir des gynécologues qui allaient pratiquer le point du mari. Dans ce cadre, ou même lorsqu'il n'y a pas de déchirure. Et le point du mari, ça consiste à ajouter un point au point de suture initialement nécessaire sans forcément informer la femme pour que cette partie soit plus resserrée, pour que lors des rapports sexuels ce soit plus agréable pour le mari. Et donc certaines femmes qui ont justement eu ce point du mari, après ça, n'arrivaient plus à avoir une vie sexuelle épanouie et ressentaient de très fortes douleurs durant l'acte, justement parce qu'on leur avait pratiqué cette intervention sans même les avertir, sans même leur demander leur opinion, pour satisfaire un homme. Il va y avoir le non-respect de la dignité et ou de la douleur du patient. J'ai plein de témoignages par rapport à ça, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et ici, par exemple, on va parler de, vous savez, quand vous allez dire à votre médecin que vous avez mal et qu'il va minimiser votre douleur, qu'il va vous dire que c'est absolument pas légitime, qu'il va vous dire que bah non, en fait, vous avez pas mal, alors que si, vous avez mal. Et il va y avoir des gestes et des propos qui portent atteinte à votre dignité, quand par exemple,
un personnel soignant va vous toucher à certains endroits où vous n'avez pas forcément envie qu'on vous touche, que vous allez l'exprimer et qu'on va vous faire comprendre que pour pratiquer un examen, bah c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous n'avez absolument rien à dire par rapport à ça. Et à ce stade, j'aimerais encore une fois vous partager un témoignage qui m'a été transmis de façon anonyme parce que je me suis énormément retrouvée dans ce témoignage, je vais vous le lire. Donc je me souviens d'une consultation pour une douleur au genou qui me faisait souffrir depuis plusieurs mois. J'avais du mal à marcher et ça affectait sérieusement mon quotidien. Lorsque je suis arrivée chez le médecin, il m'a à peine écouté décrire la douleur. Après un examen rapide, il m'a dit que c'était probablement rien de grave et que je devais apprendre à gérer la douleur. Quand j'ai insisté en expliquant que la douleur était constante et que les anti-inflammatoires ne faisaient plus effet, il m'a regardé avec une certaine lassitude et a dit « Il faut savoir vivre avec un peu de douleur, vous savez, tout le monde a mal quelque part. » À aucun moment, il n'a pris le temps d'explorer d'autres causes, ni de me proposer des examens supplémentaires. Je me suis sentie abandonnée, comme si ma souffrance n'avait pas d'importance. En sortant, j'étais toujours dans la douleur, mais avec un sentiment encore plus profond de ne pas être pris au sérieux, et ça, c'est extrêmement douloureux. Depuis, j'hésite à consulter de peur qu'on me dise encore que je dois juste supporter. Et comme je vous le disais, je me suis extrêmement reconnue dans ce témoignage-là et je remercie la personne qui me l'a écrit, de l'avoir transmis, de l'avoir communiqué, parce que quand j'étais petite, j'avais aussi très souvent des douleurs à la poitrine. Au début, je le disais à ma mère elle se disait bon, ça va passer, et à un moment donné, c'est devenu super récurrent. Donc on est parti chez le médecin. La médecin a regardé ma mère et elle lui a dit non mais vous savez, votre fille elle a juste besoin qu'on s'occupe un petit peu plus d'elle. Et ces douleurs là ont duré jusqu'à mon adolescence. J'ai dû consulter plusieurs médecins, j'ai dû partir chez le cardiologue, j'ai dû justement faire des examens beaucoup plus approfondis pour comprendre ce que j'avais. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été détecté très tôt dans mon enfance et qui n'a absolument pas été pris au sérieux. Et je me souviens d'ailleurs que je ressortais de ces consultations en pleurs parce que je disais que j'avais mal, mais parce que personne m'entendait, parce que je n'étais absolument pas entendue. Et je me dis aujourd'hui, heureusement que quelqu'un a bien voulu prendre au sérieux, parce que qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait pas été le cas? Et je pense que quelque part, tout le monde a déjà subi un petit peu de violence médicale, mais il y a une population qui est particulièrement concernée par ça. Et oui, bien évidemment, je veux parler de la femme noire et ici, je veux insister sur le syndrome méditerranéen parce que c'est important qu'on en parle. Et si vous êtes un personnel soignant, sachez que peut-être que vous-même vous avez des biais et que vous ne vous en rendez absolument pas compte. Bon, déjà, j'ai commencé par parler de la femme noire, mais il faut se dire que le syndrome méditerranéen, c'est un biais raciste selon lequel les femmes qui vivent au pourtour de la Méditerranée ont plus de facilité à exprimer leur douleur, même si leur douleur n'est pas forcément grande, selon quel standard je ne sais pas, mais en gros apparemment ce seraient des femmes qui vont crier pour un mal de tête, voilà en gros. Et c'est également un biais raciste selon lequel apparemment les femmes de l'Afrique subsaharienne notamment, mais pas que, seraient moins sensibles à la douleur. Vous savez, encore une fois, cet imaginaire collectif selon lequel certaines femmes, dont les femmes noires, sont très fortes, et donc un seuil de tolérance de la douleur qui est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé, et donc on va beaucoup moins la prendre en considération. Et du coup, avant que ça ouvre des débats ou que sais-je, ça a été étudié scientifiquement par des anthropologues, et d'ailleurs je vous mets des ressources en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, il y a plein d'associations qui en parlent, etc. Donc c'est quelque chose qui est factuel, c'est un biais comme il y en a plein dans notre société, mais c'est important qu'on en parle parce que si justement vous êtes une femme noire qui regardez cette vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vécu, ou peut-être que vous allez le vivre plus tard, peut-être que vos enfants vont le vivre, peut-être que des personnes que vous connaissez, des amis, etc. vont le vivre, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est pour ça que c'est important de le savoir, parce que c'est en ayant conscience de ce genre de biais qu'on peut les déconstruire. Et pour illustrer ceci, bien évidemment, j'ai deux témoignages qui collent parfaitement avec ce que j'ai dit. Un qui vient encore une fois de Marie-Catherine et un autre qui vient du Huffington Post. Je vais commencer par celui de Marie-Catherine. Expérience numéro 1. Incompétence d'un médecin généraliste. J'étais adolescente et je faisais une crise d'appendicite qui frôlait la péritonite. J'ai passé des semaines à en souffrir dans mon lit. Mon médecin généraliste, après plusieurs visites, avait diagnostiqué un simple rhume, puis une gastro, puis un délire mental car il estimait que je simulais et que j'en faisais des caisses pour rien. Et je suis vraiment désolée, je me permets de couper là à ce niveau-là du témoignage parce que vous savez, il y a toujours ce truc de simulation qui revient.
Tu n'as pas le droit d'avoir mal. Non, si tu as mal, si tu exprimes ta douleur, c'est que tu simules. Mais attendez, on continue le témoignage. Alors que j'étais à 2 doigts d'y passer, perte de poids, vomissement, paralysie des membres, vertige, incapacité à tenir debout, ma mère angoissée a fini par m'amener aux urgences et ils ont découvert que j'étais en train de faire une péritonite. Opération d'urgence pour me sauver la vie. Et là, suite à une horreur de dosage dans l'anesthésie, j'ai mis plusieurs jours pour parvenir à me réveiller. Jamais personne n'a porté la moindre responsabilité, car je cite, et écoutez bien parce que c'est vraiment le truc le plus choquant que j'ai entendu. Écoutez, les petites filles noires sont comédiennes, personne ne pouvait le deviner. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Le deuxième témoignage. Je suis une femme, je suis noire et j'ai un prénom maghrébin. J'ai appris très jeune les effets des préjugés sexistes et racistes sur la manière dont on perçoit mes compétences, ma manière de m'exprimer ou mon rôle dans le monde. Ce n'est qu'à l'âge adulte cependant que j'ai compris les conséquences terrifiantes que ces préjugés pouvaient avoir sur mon espérance de vie. À 23 ans, il y a une dizaine d'années environ, j'ai eu un problème de santé à la fois commun et dangereux. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Elle s'est traduite par des douleurs effroyables et des saignements soudains. J'ai appelé un médecin à domicile qui m'a examinée, alité tant la douleur était difficile à gérer. Il m'a octroyé une tape rassurante sur l'épaule en posant son diagnostic. Selon lui, j'avais mes règles. Pardon, mais juste on s'arrête là parce que encore une fois la patiente n'est absolument pas écoutée, parce que je suis absolument désolée mais quand t'as 23 ans t'as tes règles depuis 10 ans à peu près, donc je pense que t'es quand même capable de savoir à quoi ressemblent des règles normales. Mais bon, continuons. Incrédule, j'ai tenté de lui faire comprendre que ce n'était pas le bon moment de mon cycle, que je savais ce qu'étaient les règles et que clairement quelque chose n'allait pas dans mon corps. C'est exactement ce que je vous disais et encore une fois, absolument aucune prise en compte du ressenti du patient justement. Ça arrive. Il m'a conseillé de ne pas exagérer. Il m'a prescrit une boîte de Spasfon et a continué sa tournée. Docile, j'ai laissé passer une nuit, puis une journée. Et quand tout ça est devenu insupportable, j'ai fini par me rendre aux urgences gynécologiques les plus proches, où on m'a reçue assez rapidement. Le système de santé n'était pas encore dans l'état actuel. Je pense qu'elle dit ça en référence au fait qu'on l'ait reçu rapidement, alors que je sais pas si vous êtes déjà allé aux urgences. La dernière fois que je suis allée, j'ai dû attendre 6-7 heures. Ouais, 6-7 heures. On m'a à nouveau demandé avec le même paternalisme, vous êtes sûr que vous n'avez pas vos règles? J'ai insisté pour qu'on m'ausculte et j'ai vu l'interne devenir blême. Brancard, chirurgie immédiate. J'ai à peine eu le temps de demander qu'on prévienne ma mère avant de me retrouver endormie. La grossesse extra-utérine s'était transformée en hémorragie. Si j'avais entendu un peu plus ou si j'avais moins insisté, j'en serais très certainement morte. Pas de chance. Le lendemain de mon opération, j'ai mentionné au personnel soignant que je ne me sentais pas mieux. On m'a dit ce n'est rien, ça va passer et je ne me suis pas inquiétée. Le troisième jour, quand j'ai alerté sur le fait que je ne pouvais toujours pas me tenir debout, une infirmière m'a répondu en me grondant comme si j'avais 5 ans. Les gens qui subissent la même opération que vous marchent déjà à ce stade. Arrêtez de vous laisser aller, ça suffit maintenant, on se lève. Avant de m'attraper par le bras pour m'aider ou me forcer selon la perspective à me lever. Malgré ma bonne volonté, j'ai fait un malaise et je me suis réveillée quelques secondes plus tard au sol. L'incident a dû finir par interroger et quelques tests supplémentaires ont montré que je cicatrisais mal de l'opération. J'étais en pleine hémorragie interne, j'avais déjà perdu énormément de sang, j'ai immédiatement été transfusée et on m'a renvoyée au bloc opératoire. Est-ce que si on m'avait écouté, les choses auraient pu être moins violentes pour moi? Et plus loin, il le mentionne dans l'article, mais en lisant déjà ce premier passage, j'ai exactement pensé à ça. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y a une jeune femme qui est décédée parce que justement elle se plaignait de douleur. Elle avait appelé le SAMU et on n'avait pas cru, finalement, on ne l'avait pas cru. Et je reprends le nom de cette jeune femme parce que c'est très important de le mentionner ici. Elle s'appelait Naomi Musanga. En fait, tous ces témoignages-là illustrent parfaitement le syndrome méditerranéen. Je suis absolument désolée parce que je me répète, mais si vous êtes une femme, si vous êtes une mère, même si vous êtes un père, honnêtement sensibilisez vos enfants et écoutez-les, croyez-les, parce que si dehors on ne veut pas les croire, ils ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour se battre quand eux ils n'auront pas forcément la force de se battre. Maintenant que j'ai dit tout ça, et je pense que c'est déjà assez, je pense que vous n'en avez pas besoin de plus, je pense que c'est déjà assez lourd, qu'il y a beaucoup de choses à intégrer aussi. On va passer à la partie 2 de la vidéo qui est les sources, les conséquences et les manifestations de ces violences médicales. Si on s'intéresse aux sources, alors je me suis basée sur ma propre expérience puisque comme vous le savez je travaillais dans l'industrie de la santé et du coup
du personnel médical. J'en côtoie directement ou indirectement, mes parents sont personnels médicaux, j'ai grandi entourée de personnels médicaux, donc on va dire que j'ai quelque part une approche observationnelle, mais je me suis aussi pas mal basée sur les travaux de cette femme, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai vraiment très peur de l'écorcher, mais je la remercie profondément pour son travail qui est à mon sens extrêmement important, notamment si vous avez subi des violences gynécologiques. Je vous recommande, ou si vous avez été témoin de violences gynécologiques, je vous recommande d'aller le consulter. Elle est médecin, donc oui, il y a une part d'observation, mais elle a aussi fait des recherches, elle a aussi consulté des études, etc. Vous pouvez retrouver vraiment toutes les sources au sein de son livre, et c'était extrêmement intéressant parce que justement elle fait un travail pour pouvoir déconstruire ça auprès du personnel soignant. J'ai fini de parler. Mais du coup, comme première source que je voulais citer, c'était le manque de moyens des hôpitaux publics. Très honnêtement, je ne suis pas économiste, ok, je n'ai absolument aucune solution par rapport au manque du moyen des hôpitaux publics, mais c'est vraiment une fatalité. Je pense que vous vous rendez même pas compte. En fait, quand vous êtes dedans, vous voyez qu'il n'y a pas les moyens. Vous voyez que les hôpitaux publics ils sont dans une profonde détresse, qu'il n'y a absolument pas les moyens, les ressources nécessaires. Et ça a un impact sur le personnel soignant. Ça a un impact sur leur bien-être, ça a un impact sur la manière dont ils travaillent. Moi, je le vois et c'est grave et c'est triste, mais le bien-être du personnel soignant est totalement négligé. Et si vous avez une personne qui n'est pas bien, comment voulez-vous qu'elle fasse son travail correctement quelque part? Elle le disait clairement dans le livre et moi-même on me l'a communiqué à plein de reprises. Vous avez des médecins qui ont 5 à 10 minutes pour une consultation. Si jamais ils ont du retard, alors ils doivent prendre sur leur vie personnelle. Donc il y en a certains qui dorment pas, qui font des heures supplémentaires et qui sont pas forcément rémunérés à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Et donc non, il n'y a pas forcément une volonté de violenter les patients, mais certaines fois je pense qu'ils sont tellement à bout qui s'en rendent même plus compte, et ils sont à bout parce qu'on leur donne pas les moyens de faire leur travail correctement, tout simplement. Et si je reviens sur une expérience personnelle que j'ai vécue récemment parce que je suis partie aux urgences par rapport à mon fils qui s'était blessé, etc. On avait une chirurgienne aux urgences pédiatriques qui faisait aussi bien les consultations d'urgence que les opérations. Ça veut dire qu'elle venait aux urgences, elle voyait un patient, elle repartait en opération, et en fait elle a fait ça toute la nuit, et c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps, parce qu'elle était seule. Elle était seule. Le deuxième élément, et c'est un élément aussi qu'elle mentionne dans son livre, c'est le manque de formation et de sensibilisation. C'est-à-dire que, et c'est encore une fois, elle le dit de façon tellement pertinente, on apprend aux médecins à être de bons soignants, à être de bons techniciens, à comprendre la maladie, mais on ne leur apprend pas l'empathie, on ne leur apprend pas forcément à communiquer avec le patient, et il y a même, et c'est comme ça qu'elle l'appelle, une empathie interdite. En soi, je peux la comprendre parce que quelque part, quand tu dois pratiquer une intervention sur un patient, t'as besoin d'avoir de la distance. Mais à force d'être antipathique, finalement, tu fais pas du bien à ton patient. Et ici, j'aimerais vous citer une partie du livre, une page du livre qui est très significative. Donc déjà, dans cette partie, il faut savoir qu'elle va témoigner par rapport à un stage qu'elle a eu en gynécologie. Donc dans le cadre d'une formation, et elle va parler de son formateur ou du gynécologue qu'elle suivait. Donc ce qu'elle va dire, c'est: je constate également que ses consultations débordent. Il accouche entre 300 et 500 femmes par an, à lui tout seul, une performance dans le privé. Il consulte régulièrement jusqu'à minuit. Ensuite, elle va parler du harcèlement que faisait subir ce soignant. Donc déjà, vous voyez qu'au sein même de l'environnement de travail, il y a quelque chose qui est absolument pas sain. Et en plus, qui est démontré dans le cadre d'une formation. Donc tout ça est tout à fait normal. Mais attendez, je vous lis la suite. Et là, ça concerne les patients. Un jour qu'un accouchement ne se déroulait pas aussi vite qu'il le souhaitait, je l'ai vu attraper la patiente par le nez et la secouer. Il venait de mettre les mains dans son vagin et était donc couvert de sang, dont il a immaculé le visage de la femme. Il s'est tourné vers le mari de celle-ci qui assistait à la naissance, en lui disant, du coup: ta bonne femme, si elle ne s'arrête pas de gigoter, je ne peux pas poser le forceps. Tu lui en colles une s'il le faut, sinon ton enfant va mourir. Sur ce, l'homme frappe son épouse, tandis que la femme est complètement choquée. Le gynécologue pose le forceps sans anesthésie, la patiente hurle, l'enfant sort, le médecin le flanque sur le ventre de la mère en lâchant: tiens, voilà ton mioche. Le père se répand en louanges, remercie presque à genoux l'obstétricien d'avoir, croit-il, sauvé son enfant. Mon superviseur me lance, t'as qu'à suturer l'épisiotomie, et sort de la salle de naissance. Nous sommes en 1993, donc c'est un peu vieux et je pense que les mentalités ont évolué depuis, mais quoique. Voilà ma première expérience de violence obstétricale. J'ai voulu être médecin, m'y voici. J'ai accepté de venir ici, j'y suis, il ne me vient pas, mais alors pas du tout, à l'esprit de remettre en question tout ceci. Et j'ai envie de vous dire, quand vous avez passé genre toute votre formation dans ça, quand vous avez vu et revu ce genre de scène et que ça a été normalisé, comment voulez-vous prendre en compte
in fine la douleur du patient en tant que praticien. Le troisième élément, et je vais pas forcément développer dessus parce que je pense que vous allez tout de suite comprendre, c'est le déni et l'absence de remise en question. Elle le disait elle-même dans son livre qu'au début quand on lui a montré les faits, elle a été dans le déni, elle a pas accepté parce que pour elle justement elle faisait du bien aux gens. Sauf que dans la définition de la santé il y a un aspect physique mais il y a aussi un aspect moral, psychologique, et quand tu infliges des violences psychologiques, bah tu fais pas forcément du bien aux gens. Mais je comprends que ça puisse être difficile de se remettre en question et c'est aussi pour ça que ce type de vidéo et les témoignages sont importants. Le quatrième élément dont je veux parler ici, c'est les biais. C'est les biais parce que les personnels soignants sont des êtres humains et comme tous les êtres humains, ils ont leurs propres biais. Donc plutôt on parlait de préjugés raciaux, on parlait du syndrome méditerranéen, mais il peut également y avoir d'autres types de biais. Et ici je vais partager mon propre témoignage. Du coup vous savez, dans plein de mes vidéos je vous ai dit allez voir des psychologues parce qu'il faut prendre soin de votre santé mentale, etc. C'est vrai, c'est extrêmement important, mais il faut trouver la bonne personne. Et personnellement je me suis retrouvée face à des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes, qui n'étaient absolument pas les bonnes personnes. Ma première consultation de psychologie, il faut savoir que ça faisait un moment que je voulais consulter un psychologue, donc sachant les biais qui pouvaient exister dans la société, etc., je tenais à ce que cette psychologue soit une femme noire. Vraiment, c'était extrêmement important pour moi, donc j'ai cherché, j'en ai trouvé, j'ai regardé des avis sur internet, etc. Et puis j'y suis allée. Et c'était en post-Covid, ouais c'était en post-Covid, donc j'entre dans son cabinet, je m'assois, je m'installe, tout va bien, etc. Et elle me demande pourquoi je suis là, donc je lui explique que je me sens pas bien. Donc bien évidemment elle me demande ce que je fais dans la vie, elle me demande ma situation, elle me demande de lui en dire plus, etc. Et puis au bout d'un moment, elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit mais je comprends absolument que vous vous sentiez pas bien. Et je lui dis pourquoi ? Et elle me dit, bah oui, mais c'est difficile d'avoir la conscience tranquille avec ce que vous avez fait. Je suis désolée, mais dans la tête, je me dis, mais de quoi vous parlez, madame? Et elle me dit, mais oui, pendant le Covid, ce que vous nous avez injecté, vous savez, c'est vraiment pas normal. Hein. Vous avez collaboré à tout ça, donc oui, effectivement, c'est difficile de dormir la nuit quand on sait ce qu'on a fait aux gens. J'étais là, mais... Je suis absolument désolée. Je suis absolument désolée. Mais en fait, c'était lunaire, c'était lunaire. En fait, et en plus, vous savez, j'étais tellement pas bien que sur le moment, genre, j'ai même pas pensé à me lever, j'ai payé ma consultation, enfin, c'est super bête, hein. Mais j'étais assise, je me disais, mais de quoi vous parlez, madame? Moi, je n'ai absolument pas... En fait, que vous soyez anti-vax ou quoi, c'est absolument pas mon problème. Vous avez absolument pas à me communiquer ça pendant ma consultation de psychologie, en fait. Mais surtout, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Moi je travaille dans l'industrie pharma parce que je veux très sincèrement et très profondément guérir les gens parce que je veux collaborer à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est extrêmement importante. Mais voilà. Et donc madame, je comprends absolument pas ce que vous voulez dire, je comprends absolument pas ce que vous me communiquez et je comprends absolument pas pourquoi est-ce que vous projetez vos biais, vos pensées complotistes, etc. sur moi. Parce que moi j'ai absolument rien à voir avec tout ça, ok? Et donc tout ça pour vous dire qu'une consultation pour laquelle j'étais venue me faire soigner finalement m'a mis encore plus dans le mal et dans l'incompréhension parce que non seulement on n'avait absolument pas pris en compte mes ressentis, mes souffrances sur le coup, mais également parce qu'on m'avait on avait transposé sur moi des pensées qui étaient mais absolument fausses, qui étaient infondées. Tout ça pour dire que oui, vous allez avoir les biais raciaux, mais il va y avoir d'autres types de biais. Et il va y avoir un dernier point, et je pense très profondément que ce dernier point est minoritaire, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, c'est la méchanceté gratuite. Encore une fois, vais vous partager un de mes témoignages. C'est un petit peu après mon accouchement, je suis partie, j'ai eu une rage dedans, je me suis réveillée un matin avec vraiment une boule, même marcher c'était dur tellement ça faisait mal. Je n'arrive pas à trouver de rendez-vous avec mon dentiste ni avec les dentistes aux alentours, donc je vais voir un dentiste que je ne connais absolument pas. Et ce dentiste là me dit, bon bah ok madame, il n'y a aucun problème, je vais m'en occuper, vous avez besoin qu'on vous dévitalise votre dent. Je ne connais pas en dentaire, donc je dis ok, faites ce que vous avez à faire, mais là j'ai trop mal, aidez-moi en fait. Donc je me couche, etc. Il prépare ses petits trucs, etc. Et il me dit au fait, madame, vous savez, comme vous venez d'accoucher et comme vous allaitez, parce que j'allaitais encore à ce moment-là, on ne peut pas vous faire d'anesthésie. Ok, d'accord, donc je vais vous dévitaliser votre dent sans anesthésie. Pour ceux qui ne savent pas, se faire dévitaliser la dent, c'est du coup on va ouvrir votre dent, on va couper le nerf qui est à l'intérieur, on va l'enlever et on va reboucher. Donc encore une fois, le gars voulait me couper un nerf sans anesthésie, sous prétexte que j'étais en train d'allaiter.
probablement aussi parce que j'étais une femme noire. Et donc moi, encore une fois, sous l'effet de la douleur, je dis ok, faites ce que vous voulez, de toute façon là j'en peux vraiment plus. Il commence l'intervention et je crie. Je lui dis monsieur ça me fait trop mal, arrêtez, je suis vraiment désolée, arrêtez et tout. Et attendez, faut que je vous montre. Parce que dites-vous que ça c'était ma dent, ma bouche était ouverte. Pendant 3 minutes, il me dit ah oui ça fait mal hein. Je vous jure avec son marteau il était là à taper sur ma dent. Puis j'étais là mais oui monsieur ça fait mal. Il me dit ah oui. Ah ça fait mal hein, ça fait mal. Et vraiment c'était lunaire, ça a duré 2-3 minutes, mais c'était de la torture. Et pour moi c'est de la méchanceté gratuite parce qu'il y avait aucune raison de faire ça en fait. T'avais pas besoin de taper sur ma dent pendant 2-3 minutes. Je t'ai déjà dit une fois que ça faisait mal. Pourquoi tu passes ton temps à taper dessus sans anesthésie à me dire ah oui ça fait mal. Et bah ouais. Et dites-vous que donc je pars de son cabinet, je paye la consultation alors qu'il n'a absolument rien fait. Je reste avec ma rage de dents, très difficile, je dors pas, enfin voilà. J'arrive à obtenir un rendez-vous en urgence avec ma dentiste qui, en amour, elle a réussi à me caler un rendez-vous dans ses 20 000 rendez-vous de la journée. Et donc elle accepte de me faire l'anesthésie. Et du coup, juste avant qu'elle me fasse l'anesthésie, je lui raconte l'histoire. Elle me regarde, elle me dit mais de quoi tu parles? Elle me dit j'ai jamais vu un dentiste dévitaliser une dent sans anesthésie et encore moins sous prétexte que tu es en train d'allaiter, ça n'existe pas. Et elle était tellement choquée qu'elle a appelé genre tous ses collègues dentistes parce que c'était dans un cabinet et ils étaient tous à me regarder en mode mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc voilà, c'est vraiment le type d'expérience que je ne souhaite à personne. Et du coup je voulais rebondir sur une autre expérience qu'a vécue Marie-Catherine. Donc, les dentistes sans scrupules et sans empathie, toujours en Martinique, parce que les expériences qu'elle m'a communiquées se sont déroulées en Martinique. Il est extrêmement difficile de trouver des dentistes sur mon île, encore plus à l'époque. J'avais dû poser un appareil dentaire vers mes 14 ans. Il s'est avéré plus tard qu'il n'était pas nécessaire et que c'était purement un business financier pour cette orthodontiste. Bilan, l'appareil m'empêchait de manger pendant des mois car mal installé. Le dentiste refusait de me l'enlever car selon lui j'étais comédienne et simulais mes souffrances, mais toujours ce biais-là. Finalement, voyant les dégâts, déchaussements, saignements, décollements d'émail, il a fini par le retirer mais a refusé toute responsabilité sur le carnage qui en a découlé. Jusqu'à ce jour, cela me coûte une fortune pour tenter de réparer les dégâts, car c'est carrément ma mâchoire qui n'est plus dans le bon axe suite à son charcutage. Et là, ce qu'on peut voir, c'est non seulement il y a de la méchanceté gratuite, très clairement pour moi, mais il y a aussi un manque de compétences. Et il y a aussi l'aspect financier. Je suis absolument désolée, mais le côté je vais pratiquer un acte pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent même si la personne n'a pas besoin. Ça veut pas dire que la plupart des soignants sont comme ça. Pas du tout, c'est très probablement une minorité. Mais ça existe. Et c'est avec tout ça qu'on en arrive à des personnes qui ne vont pas chez le médecin, à des personnes qui refusent catégoriquement d'aller chez le médecin, qui refusent catégoriquement de se retrouver face à un personnel soignant. Je me souviens plus jeune, j'avais une amie qui me disait j'ai besoin d'aller chez le gynécologue mais j'ai extrêmement peur d'y aller, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Je l'ai accompagnée et sur le coup en fait ça me semblait mais complètement incohérent parce que encore une fois moi je voulais faire médecine parce que je voulais devenir gynécologue justement, parce que pour moi les soignants étaient là pour soigner, donc c'était vraiment complètement stupide. Et c'est vraiment maintenant que je comprends. Moi-même, j'ai peur d'aller consulter. Moi-même, aujourd'hui, tu me dis, faut que j'aille chez le médecin. J'y vais à reculons. Combien de rendez-vous j'ai pris et que j'ai annulé alors même que je suis dans les industries de santé parce que j'ai peur. Il y a une totale perte de confiance des patients envers les personnels de santé et c'est quelque chose que je vois mais énormément, même dans mon entourage, même hier encore j'avais des discussions avec des personnes qui me disaient moi les médecins je les crois pas, ils racontent n'importe quoi, c'est faux, etc. Il y a une perte de confiance mais monumentale. Et même en tant que soignant, comment est-ce que tu veux accompagner ton patient, comment est-ce que tu veux le guérir s'il n'a absolument pas confiance en notre système de santé? C'est très grave, c'est très problématique. Puis t'as toutes les séquelles de ces violences, t'as toutes les séquelles, et justement je voudrais reprendre un des témoignages de Marie-Catherine qui illustre le fait que oui, vous pouvez avoir des séquelles à court terme, mais vous pouvez avoir des séquelles à long terme. Lors de l'accouchement de ma fille aînée, née prématurément, je devais accoucher en clinique privée, mais son arrivée trop tôt m'a obligée à me diriger vers une maternité publique, faute de place. Je n'ai reçu aucun soutien moral et j'ai dû accoucher sans péridurale car pas de personnel disponible. La sage-femme s'est contentée de me dire de cesser de geindre car les femmes accouchent ainsi depuis la nuit des temps. De plus, elle m'a sorti que le bébé leur appartenait tant que je n'étais pas sortie de la maternité. Bilan, nous avons dû prouver que nous pouvions lui donner le bain, le biberon pour réussir à la récupérer. Nous pouvions à peine la voir quand elle était en couveuse pour cause de jaunisse. Mes liens avec ma fille ont failli être détruits par le manque d'humanité, d'empathie du personnel de la maternité qui traitait les femmes comme du bétail. 17% de femmes développent une dépression postpartum. Et aujourd'hui, ça représente la plus grande cause de mortalité des femmes dans les 1 an après l'accouchement. Parce que même si les causes de la dépression postpartum peuvent être variées,
est-ce que le manque d'accompagnement, est-ce que des événements comme le fait de frapper sa femme pendant qu'elle est en train d'accoucher n'est pas un élément qui peut détruire la femme, qui peut détruire la relation entre la mère et l'enfant? Et il y a une autre conséquence, une autre manifestation de ces violences dont je voulais parler ici, c'est les patients qui ont été violentés et qui du coup ont violenté le personnel soignant. Et encore une fois, je le disais, mes parents sont personnel soignant, mes parents ont subi le racisme provenant des patients et mes parents ont subi les remontrances des patients qui étaient en colère parce qu'avant ils avaient été maltraités par du personnel soignant. Mes parents rentraient tous les jours en ayant été insultés, en ayant été certaines fois violentés physiquement par des patients qui n'étaient pas contents. Et en fait la problématique c'est qu'on tombe très clairement dans un engrenage. Tout le monde est frustré et ça fonctionne pas, il faut trouver des solutions à ça, il faut retisser la relation entre le personnel soignant et les patients. C'est là où j'en arrive à ma troisième partie, comment en finir avec les violences médicales. J'ai tenté d'ébaucher quelque chose, je n'ai absolument pas toutes les solutions et si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez témoigner également, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais j'ai tenté d'ébaucher quelque chose, on va en discuter ensemble. Le premier élément que j'ai noté, c'est la sensibilisation et la formation du personnel parce que comme on a pu le voir, c'est vraiment un élément qui était manquant à une certaine époque, qui commence je pense à être inculqué, en tout cas dans mon environnement professionnel. J'entends beaucoup le fait de prendre soin des patients, j'entends beaucoup d'initiatives qui sont développées même par des éminents médecins etc, justement pour prendre soin de ces patients là, et je pense que ça va se diffuser, ça va se propager. Je pense aussi, et c'est ce que le docteur qui écrit un livre disait dans son livre, c'était justement qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les soignants. Peut-être que toi en tant que soignant tu vas pas avoir la possibilité de déceler quelque chose, ça veut pas dire que ton patient a tort, ça veut pas dire qu'il simule, mais peut-être que c'est intéressant de le rediriger vers quelqu'un d'autre pour avoir un second avis, un second examen, peut-être avec une expertise différente, peut-être avec une approche différente également, mais effectivement ouais, développer un réseau de collaboration entre soignants, je pense que c'est crucial pour le parcours du patient, que c'est crucial pour le bien-être du patient justement. Le deuxième élément, c'est ouvrir la parole, c'est lever les tabous, c'est faire des choses comme la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est vous commenter, c'est vous partager même auprès de vos proches, pas forcément sur internet, mais même auprès de votre famille, etc. concernant les violences médicales que vous avez subies. Parce que c'est encore trop un sujet tabou, parce que c'est encore trop un truc qu'on cache. C'est exactement ce que je pointais au début de la vidéo. Les violences médicales, je pense qu'il y a énormément de personnes qui les ont subies, mais personne n'en parle. Personnellement, ce que j'ai vécu avec le dentiste là, et j'ai vécu aussi des violences durant mon accouchement, mais ça je vais pas en parler, je suis pas encore prête à en parler, mais si je prends juste l'exemple du dentiste, ça s'est passé il y a genre 5-6 ans, et aujourd'hui, devant cette caméra, et à vous, c'est la première fois que j'en parle, je n'en ai jamais parlé, et pourtant j'ai eu super peur d'aller chez le dentiste après, j'ai fui les dentistes, j'avais trop peur d'aller chez le dentiste, mais je n'en ai jamais parlé parce qu'il n'y a pas la place sur la place publique pour en parler. Et si je reprends le cas de Marie-Catherine qui nous a livré plusieurs témoignages, enfin un témoignage qui comprenait plusieurs histoires, a-t-elle eu la place pour discuter de tout ça? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important d'en parler autour de vous, de partager ce que vous avez vécu autour de vous, non seulement parce que ça va vous aider à surpasser la douleur potentiellement, mais également parce que ça va permettre d'ouvrir le débat, parce que ça va permettre d'ouvrir la parole, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir changer les choses, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir alerter, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver des solutions. Il faut arrêter d'avoir honte, et je vous le dis, mais je le dis à moi-même encore aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir honte. Parce qu'en fait, vous avez rien fait. J'ai été hospitalisée quelques jours parce que j'avais une complication de grossesse. Et juste après, j'ai vu ma sage-femme qui était dans l'hôpital privé dans lequel j'avais été hospitalisée. Et ma sage-femme me dit ah, c'est tel gynécologue qui vous a reçu. Et je lui dis oui, c'est lui. Et elle me dit ça va, ça s'est bien passé. Et je lui dis non, ça s'est extrêmement mal passé. Ça s'est vraiment très très mal passé. Et elle me dit ah oui, c'est vrai, on a souvent des patients qui nous disent il est complètement fou, faut vraiment pas prendre de consultation avec lui. Et je dis non mais en fait vous avez plusieurs patientes qui vous disent que ce gars il est complètement fou, qu'il a des propos et des gestes inappropriés et il est toujours là et vous faites absolument rien. Et la honte c'est moi qui l'ai portée, la honte c'est moi qui l'ai portée pendant longtemps. Et c'est exactement pour ça que je vous dis, que ce soit vous en tant que patient ou vous en tant que personnel soignant, vous déjà en tant que patient n'ayez pas honte et le personnel soignant qui est au courant de ça, ne cachez pas les choses parce que c'est en cachant les choses que justement il y a plein de gens qui souffrent derrière. Et le dernier point que j'ai noté, ce sera la dernière sous-partie de la vidéo qui est je pense déjà extrêmement longue, c'est accepter de se faire accompagner. N'hésitez pas à consulter des psychologues si vous avez suivi des violences. Et moi j'ai eu une mauvaise expérience avec des psychologues, mais il y a plein de bons psychologues. Je sais que j'ai des amis qui consultent etc et elles sont très heureuses, c'est juste moi je n'ai pas trouvé encore ma perle rare. Ne restez pas sur votre première impression, ne restez pas sur une mauvaise expérience. Multipliez les expériences avec des professionnels de santé pour vous désensibiliser aux violences que vous avez subies.
C'est hyper abstrait ce que je dis, mais je vous donne un exemple concret. Moi, ça s'est mal passé avec un gynécologue et aujourd'hui, j'ai une gynécologue qui est extrêmement bien. Mais pendant un moment, je suis restée sans voir de gynécologue parce que j'avais extrêmement peur. Et c'est en y retournant petit à petit et en voyant que ça pouvait bien se passer avec d'autres personnes que j'ai réussi à me libérer de cette peur. Et le dernier point, c'est au cas où, si jamais, sait-on jamais, il existe des associations de patients auprès desquelles vous pouvez parler, auprès desquelles vous pouvez communiquer, auprès desquelles vous pouvez vous faire accompagner. On n'en parle pas souvent, c'est des associations qui sont très généralement regroupées sous différentes pathologies. Mais il y a des patients experts, il y a des personnes qui ont potentiellement vécu les mêmes choses que vous et il y a des personnes qui connaissent le système de santé, qui connaissent également les administrations, qui connaissent vos droits en tant que patient. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce type d'association-là qui pourront vous accompagner déjà pour guérir et qui pourront vous accompagner si jamais vous avez des démarches juridiques notamment à entreprendre. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère avoir ouvert un canal, avoir ouvert une voie vers quelque chose, je ne sais pas quoi. Je suis pas la première à en parler, je serai certainement pas la dernière, ou en tout cas je l'espère pas. Mais j'espère que cette toute petite pierre que j'ai ajoutée à l'édifice permettra justement à notre société de faire quelque chose sur ce sujet-là. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, notamment si vous l'avez regardée jusque là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Waiting on it,